Benahouda, bonjour. Bonjour. Et on commence avec une étude qui s'inquiète effectivement des risques de manque de pain dans les pays arabes et qui alerte effectivement sur le danger social que représentent ces difficultés. Oui, le titre, c'est « Les Arabes n'abandonneront pas le pain sans se rebeller, Moyen-Orient en danger ». L'auteur est italien, il travaille pour l'armateur MSC et il anime un site sur les questions méditerranéennes, Storie d'Oltremare, qui veut dire « Histoire d'outre-mer » en italien. Giuseppe Manna part du fait central que les Égyptiens, premiers importateurs de blé au monde, consomment entre 180 et 210 kilos de pain par an, contre une moyenne mondiale de moins de la moitié. Et en Égypte, comme ailleurs, en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, il estime qu'une combinaison faite de sécheresse, de mauvaise gestion, d'inflation galopante et d'effets de la guerre en Ukraine semble tout droit pousser le monde arabe vers un vent de révolte comme en 2011. Les conséquences les plus néfastes du changement climatique se situent au Levant et au Mésopotamie, avec la poursuite d'une immense marginalisation des campagnes. Autre facteur à prendre en compte, l'impéritie et la gabegie, une illustration en Tunisie où 50% de l'eau introduite dans le réseau est perdu en raison de l'obsolescence des infrastructures. Pays où l'on importe toujours des engrais d'Europe occidentale et de Russie, alors qu'il est le 5e producteur au monde de phosphate. Il y a aussi l'incapacité tout à fait chronique à faire évoluer les politiques de subvention du pain et de l'huile vers d'autres sources d'apport calorique, confère le cas très emblématique de l'Égypte. Et puis est venu s'ajouter à tout cela l'impact dévastateur de la guerre russo-ukrainienne pour l'Yémen, par exemple. Lui-même en guerre, c'est un paramètre aggravant puisque 22% de ses besoins céréaliers sont couverts par les seules importations d'Ukraine. Il y a aussi le Liban où plus de la moitié de sa consommation provient d'achats en Russie et en Ukraine. Alors Giuseppe Manna écrit que les gouvernements auront de plus en plus de mal à faire face au coût de l'apaisement sur les produits de première nécessité, hormis ceux des pays qui peuvent encore compter sur les recettes croissantes en hydrocarbures comme l'Algérie, comme le Oman ou le Koweït. L'auteur rappelle pour finir ce slogan populaire de printemps 2011 au Caire, « Pain, travail, dignité ». Vous nous emmenez en Colombie, Benahouda, pour savoir ce que pensent les entreprises des phénomènes migratoires. Oui, c'est une recherche très documentée, effectuée par la Fondation Idées pour la paix de Bogota, qui a été soutenue par la fondation allemande Konrad Adenauer. La Colombie accueille près d'1 900 000 Vénézuéliens, donc les voisins, qui ces dernières années ont quitté leur pays, plongés dans une profonde crise politique et économique. L'État colombien a installé différents mécanismes institutionnels spécifiques, mais ce document se concentre ici sur la manière dont les entreprises privées, essentiellement, jouent un rôle dans la gestion de ce phénomène migratoire, pour reprendre le titre. Maria Lucia Mendes et ses collègues considèrent même que l'inclusion par le travail en entreprise devient à cet égard tout à fait stratégique. Les auteurs analysent les barrières à l'embauche qu'il reste à lever, titre de séjour, homologation des diplômes, des compétences, stéréotypes dans l'emploi, et cela amène à la question de la confiance. 48% des entrepreneurs colombiens interrogés expriment un avis positif, ce qui signifie par contraste qu'une courte majorité n'a pas confiance en un éventuel apport de cette main-d'œuvre vénézuélienne. Donnée à l'appui, l'approche à son endroit s'apparente à celle dont les recruteurs colombiens ont par rapport à leurs ressortissants sortis de prison ou bien qui ont combattu dans une milice colombienne. Il faut également prendre en compte que même si la Colombie a intégré l'OCDE il y a maintenant 2 ans, l'anniversaire c'est le 28 avril 2020, elle reste une économie où le secteur informel reste prépondérant, qui en l'occurrence remplit un rôle majeur d'intégration de ses voisins émigrés. Alors toutefois, les PME colombiennes, celles du secteur formel, se montrent elles aussi, d'après cette enquête en tout cas, de plus en plus désireuses de participer à ce processus, à condition qu'elles sentent, je cite, qu'elles n'y sont pas laissées seules par les pouvoirs publics. Le rapport se conclut par une conviction que cette immigration représente une opportunité, je cite encore, dans le sens où les entreprises sont perçues comme fondamentales. Et alors, je suis impatient de connaître les conclusions de cette étude coréenne, Benahouda, sur le temps d'utilisation d'Internet et la santé mentale des adolescents, sujet qui va intéresser Frédéric Simotel aussi. Oui, alors c'est pour ça que c'est un travail de recherche, comme vous pouvez l'imaginer, qui a d'importants échos en Corée du Sud, mais bien au-delà. Ouais. Et ce sont 3 universitaires à Séoul qui viennent d'exploiter les éléments de l'enquête nationale de 2018 sur les comportements à risque au sein de la jeunesse, entre 16 et 18 ans, donc des lycéens.
européen. Ces chercheurs auraient certainement pu rédiger la mise en garde. L'abus d'Internet nuit gravement à la santé. En fonction de leur temps passé en ligne, les adolescents de Corée du Sud présentent un niveau plus ou moins élevé de stress, de tristesse et d'idées suicidaires. Le temps moyen d'utilisation des participants, un échantillon très large, était de 193,4 minutes par jour, soit 3h15. Mais ceux qui vont au-delà de cette moyenne ne représentent en fait que 12,5% des garçons et 13,5% des filles. L'utilisation est la plus élevée dans les foyers à bas revenus, ou bien parmi les élèves ayant le rendement le plus faible, rendement scolaire, je veux dire. Autre usage notable jugé excessif, c'est parmi les adolescents victimes de violences. Et puis la pandémie de Covid-19 a, comme chacun peut s'en douter, augmenté ce temps passé en ligne, donc plus néfaste encore pour ces profils à risque. Yoon Hae Kwak et ses collègues en appellent alors à une importante réflexion sur les programmes de loisirs alternatifs. Alors vaste question à laquelle ils ne répondent pas. Ceci étant, ils invitent à ne pas généraliser une interprétation unique de leurs conclusions et ils soulignent aussi combien, au travers de leurs recherches, Internet joue auprès de cette jeunesse sud-coréenne une variété de fonctions favorable, je cite, partage d'informations, communication et même soulagement du stress. En somme, Internet est aussi très bon pour la santé. Ben oui, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais enfin, prendre quelques livres de temps en temps et puis aller faire un peu de sport de temps en temps, voilà. Peut-être du bon sens. La bonne, eh oui, le bon sens et la bonne solution. Merci beaucoup.